mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont sorti. C'est 2 modèles, 2 cerveaux numériques que maintenant on peut télécharger, installer sur nos propres machines et utiliser pour 0$ de frais d'utilisation. Ça veut dire maintenant que dans votre organisation, vous faites télécharger un cerveau numérique qui a coûté des milliards de dollars à développer. Et si le résultat à la fin, vous ne le trouvez pas assez wow pour la tâche peut-être que vous lui donnez, vous pouvez maintenant influencer sur le résultat, ou plus du moins comment il va traiter le résultat dans son day-to-day. Qu'est-ce que ces modèles open weight? Comment peuvent-ils s'intégrer dans notre quotidien? Et également, est-ce que tout le monde peut réellement en bénéficier? Donc, on est de retour sur le podcast numéro 1 en entrepreneuriat dans le monde francophone. Et bien entendu, vous connaissez le podcast. C'est le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires avec nul autre que Jonathan Léveillé, expert IA numéro 1 dans la francophonie également. Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui? Une forme, Antoine, aujourd'hui. J'imagine toi aussi? En pleine forme. La pression que je te mets sur les épaules est très basse. Donc, on va parler, j'imagine, de IA, d'intelligence artificielle, des nouvelles qui se sont mises dans notre quotidien dans les derniers jours, dans les dernières semaines. On a été pris un peu de court dans les derniers jours parce que, rappelle-toi, on avait le mode agent de ChatGPT qui est sorti. On en a parlé quelque peu. 2 jours plus tard, c'était GPT-5. Et à cause de ces nouvelles assez importantes, qui d'ailleurs, on a fait des podcasts dans les dernières semaines que je vous invite à aller écouter si vous voulez en savoir un petit peu plus. Un nouveau lancement également s'est fait avec 2 modèles qu'on appelle Open Weight, qui passent un petit peu inaperçus parce que, bien entendu, ça a été mis un petit peu sous le radar avec les derniers lancements que je viens de mentionner. Peut-être que tu pourrais éclairer un peu notre audience aujourd'hui de qu'est-ce que ces modèles open weight, comment peuvent-ils s'intégrer dans notre quotidien et également, est-ce que tout le monde peut réellement en bénéficier? Absolument. Je vais juste commencer par enlever une couche de pression, Antoine. Comme je fais à chaque conférence que je donne sur l'intelligence artificielle, tout le monde dit « Hey, Jonathan, tu dois être un expert ». Je dis simplement, si quelqu'un dit qu'il est un expert, c'est un menteur. Pour être expert dans quelque chose, il faut 10 000 heures dans un sujet précis et c'est pas vrai que l'intelligence artificielle sous la forme d'aujourd'hui existe depuis plus que 10 000 heures. Donc, je suis quelqu'un qui est très passionné de l'IA et j'aime ça, aider à simplifier le sujet. Chez OpenMind, on s'y intéresse énormément pour aider les entreprises à s'élever par l'IA. Mais loin de moi à prétendre que je suis expert, je suis un grand passionné qui assimile l'information et qui la retransmet à l'équipe et dans nos projets qu'on a. Donc, voilà pour commencer là-dessus. Maintenant, par rapport à ce que OpenAI a lancé, les 2 modèles qui se nomment OSS, qui sont effectivement des modèles à poids ouvert. On va décortiquer c'est quoi, là, parce que ça a l'air complexe, là. Juste donner l'importance de cette nouvelle-là. Quand OpenAI a été fondé il y a plusieurs années de ça, le but, c'était que ça soit de l'intelligence accessible pour tous. Donc, le mot open était qu'à forte chance, les modèles allaient être ouverts. Qu'est-ce qu'on veut dire à ce moment-là par un modèle ouvert? C'est que le code source est disponible, donc on peut télécharger ce fameux code source-là, l'installer sur nos propres machines, sur nos ordinateurs, sur nos serveurs et voir comment ça fonctionne en arrière à ce moment-là. Donc, juste pour démystifier qu'est-ce qui est entre ouvert ou fermé pour les gens qui nous écoutent, OpenAI a toujours été fermé finalement depuis son inception en 2016, si ma mémoire est bonne. Il n'avait jamais ouvert la boîte de Pandore, de dire voici comment nos cerveaux numériques fonctionnent, donc nos modèles. Et ça a été vraiment une controverse un petit peu partout. Ils avaient annoncé il y a 3 mois qu'ils allaient bientôt arriver avec un cerveau numérique ouvert. Sous quelle forme, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait, ce n'est pas ouvert au niveau du code source, mais ouvert au niveau des poids. Et on va revenir pour démystifier les poids dans quelques instants. Et là, tout le monde s'attendait à dire ah, ça va être le fun, OpenAI va arriver avec quelque chose, mais ça risque d'être quelque chose qui est avec une force équivalente d'il y a 1 an ou 2 d'OpenAI, parce que s'ils amènent ça aussi transparent, c'est pas vrai qu'ils vont amener ça à un niveau extrêmement fort pour venir compétitionner leur propre modèle, leur propre cerveau numérique, qui présentement est une machine à argent, même s'ils sont déficitaires au final, ça commence à générer des milliards de dollars de revenus. Et là, la nouvelle est tombée, mélangée à travers un paquet de nouvelles qui fait que ça s'est étouffé un petit peu à travers tout ça, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont sorti. C'est 2 modèles, 2 cerveaux numériques que maintenant on peut télécharger, installer sur nos propres machines et utiliser pour 0$ de frais d'utilisation en soi. Oui, ça va vous coûter l'infrastructure sur laquelle vous allez installer les modèles, donc le serveur, la personne qui va configurer le serveur, faire la maintenance, mais le modèle lui-même en tant que tel, un gros 0$. Et là, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que les évaluations de la force de ce modèle-là, on arrive extrêmement proche
de ce que le cerveau numérique d'OpenAI O3 était capable de nous donner, donc avec une capacité de réflexion, une chain of thought, comme on appelle. Donc, un des meilleurs modèles dans les dernières semaines qui était disponible. Donc, on arrive avec 2 cerveaux numériques qui sont pratiquement à ex aequo avec un des meilleurs modèles, un des meilleurs cerveaux numériques qui était disponible en format payant pour OpenAI. Pour moi, d'un côté business, ça fait pratiquement du non-sens du côté d'OpenAI, mais on va en profiter, nous, dans notre organisation et chez nos clients en avant de nous autres. Maintenant, qu'est-ce que le fameux open weight, donc le poids ouvert versus open source? Il faut vraiment démystifier ça, la différence. Open source, c'est tout le code qui a été écrit pour amener à la naissance de ce cerveau numérique-là est généralement disponible. Et comment ils l'ont fait, sur quoi ils l'ont entraîné, c'est quoi les données qui viennent avec aussi. Donc, open source, c'est vraiment d'ouvrir vraiment une fenêtre, ou plutôt, je dirais, une porte patio complète sur comment ça a été monté, puis qu'on a accès à tout, la genèse et les lignes de code qui viennent en arrière. Donc, c'est souvent ce qu'on entend, un logiciel qui est open source. Donc, on peut télécharger le code source, vérifier le code source en tant que tel pour voir est-ce qu'il y a des failles ou des backdoors en arrière, le modifier et l'installer sur nos propres serveurs. Maintenant, de l'autre côté, OpenWeight, c'est quoi? C'est que ça nous donne accès à télécharger le logiciel, l'installer sur nos machines et voir comment la calibration du cerveau numérique elle est faite et influencer sur cette calibration, cette calibration-là. Je vous donne une analogie qui va peut-être être plus percutante visuellement. Dites-vous, dans un concert de musique où il y a plusieurs instruments, chaque instrument a un microphone qui est relié à une une console de mixage. À ce moment-là, vous avez sûrement vu ça en allant dans un show. C'est une grosse console avec plein de petites roulettes qu'on peut monter ou descendre la force d'un signal au final. Donc, quand on parle avec une intelligence artificielle, c'est comme si nous, on était les instruments, qu'on envoyait de l'information à cette console-là. Et la console, dans le fond, elle est configurée déjà avec certaines forces pour certains signaux qui vont être amplifiés, d'autres qui vont être annulés, d'autres qui vont être complètement transformés. Pour qu'il y ait une sortie au final, qui est ce qu'on entend dans la salle, dans les speakers ou dans le fil d'enregistrement au final. Donc, dans un contexte d'un cerveau numérique, il y a un peu le même principe qui arrive. Donc, quand on envoie de l'information à la fameuse console, le cerveau numérique est configuré avec différentes forces pour monter ou baisser le signal sur certaines interactions avec lui. Quand OpenAI lance un cerveau numérique, cette console-là, dans le fond, de comment c'est configuré en arrière pour donner plus ou moins d'importance à certains éléments des signaux ou des phrases qu'on lui envoie, mais ça, généralement, c'est fixe et ce n'est pas visible. Donc, présentement, dans ChatGPT, il y a ce concept-là de table de mixage que OpenAI a rendu fixe et que c'est impossible d'influencer sur comment il met plus d'importance ou moins d'importance sur certains mots qu'on va lui envoyer ou certains éléments qu'il comprend dans ce qu'on lui envoie. Donc, les fameux poids, c'est cette table de mixage-là et c'est ce qui donne plus ou moins d'importance à certaines informations qu'on lui envoie pour qu'ensuite il puisse réfléchir et arriver à un résultat. Donc, ce qu'OpenAI a fait dans les 2 modèles OSS qu'ils ont rendus disponibles aujourd'hui, c'est de nous donner une vue sur cette cette console-là de mixage, où ce qu'on peut après ça venir influencer pour monter ou descendre certains items sur la console de mixage qui vont influencer le résultat au final. En bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que dans votre organisation, vous faites télécharger un cerveau numérique qui a coûté des milliards de dollars à développer. Vous pouvez l'installer sur vos machines et l'utiliser pour $0. Et si le résultat à la fin, vous ne le trouvez pas assez wow pour la tâche peut-être que vous lui donnez, vous pouvez maintenant influencer sur le résultat, ou plus du moins comment il va traiter le résultat dans son day-to-day. Donc, c'est vraiment extrêmement révolutionnaire parce que là, on peut le prendre, on peut l'installer pour gratuit, puis on peut modifier un peu son output ou son résultat final pour l'amener à un niveau de fiabilité qui est grandissant à travers le temps, chose qui était très, 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 très difficile à faire avant. Et là, on a le fameux stamp d'OpenAI derrière tout ça, donc une certaine crédibilité, une certaine assurance, du moins une perception de sécurité et de fiabilité versus les modèles qui viennent de d'autres pays qui sont peut-être un petit peu moins transparents dans comment ça fonctionne en arrière. Donc, c'est la première fois qu'on arrive avec un modèle qu'on peut facilement installer avec une belle confiance et venir influencer sur la sortie.
Et ça l'ouvre un paquet de possibilités dans nos organisations. Il y a certaines de nos tâches qu'on fait en tant qu'humain qui coûtent une fortune à envoyer à des modèles en ligne dans le cloud, que là, on pourrait simplement installer un serveur, envoyer le nombre de requêtes qu'on veut et tout ce qu'on va payer, c'est l'électricité à ce serveur-là et le coût de la machine et de la maintenance qu'il y a au final. Donc, ça débloque beaucoup de cas d'utilisation potentiels qu'on peut faire. Et surtout, ça vient enlever un peu de flou sur l'aspect sécurité de où nos données s'en vont et qu'est-ce qui est fait avec. Parce que si c'est nous qui les installons sur un serveur et si on encadre bien la sécurité dans ce serveur-là, bien, toute l'information reste là. Donc, je donne un exemple. De mon côté, dans les dernières journées, je me suis amusé à automatiser certaines tâches de traitement de mes courriels. Et un des items qui est, je pense, le plus efficace, c'est de dire on va le garder cloîtré dans un environnement qui est plus fort au niveau sécurité. Bien, ce genre de cas-là, on pourrait installer un serveur, traiter l'information des courriels à l'intérieur et au moins, on est sûr que l'information ne s'en va pas à l'extérieur. Donc, c'est extrêmement révolutionnaire ce qui vient de se passer. Il y a 2 versions qui existent maintenant de ce fameux cerveau numérique-là OSS, la version de 20 milliards de paramètres ou 120 milliards de paramètres. Donc, la différence entre un et l'autre, c'est le 20 milliards, c'est qu'on peut l'installer sur des petites machines. Vous pourriez l'installer sur votre ordinateur aujourd'hui et le tester. Lui qui est en mode 120 milliards, là, il faut une infrastructure un peu plus grosse, des serveurs plus robustes, des cartes, des GPU qu'on appelle, qui permet à ce moment-là de traiter l'information et de retourner une réponse qui fait du sens. Donc, un petit modèle qu'on peut installer, jouer avec sur nos ordinateurs et un gros modèle qui est plus appliqué au niveau serveur. Donc, voilà un petit peu en tentant de simplifier, là, c'est quoi au final ces fameux 2 modèles-là, c'est quoi l'impact dans vos organisations et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur, surtout pour l'automatisation des tâches qu'il y a des humains. C'est vraiment révolutionnaire. Là. Donc, il va falloir prendre ces modèles-là, commencer à jouer avec et voir dans le day-to-day qu'est-ce que ça donne. Mais déjà là, les résultats, les benchmarks qui ont sorti, c'est similaire à O3. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel qu'on peut maintenant utiliser et le gain est disponible sur la table. Il faut juste le saisir et l'exécuter. Donc, si je comprends bien, Jonathan, pour des organisations comme toi qui bâtit beaucoup de logiciels sur mesure avec vos clients, vous allez pouvoir utiliser un petit peu cette infrastructure-là peut-être pour aller améliorer les automatisations dans les circuits fermés pour vos clients au lieu que ce soit toujours à l'extérieur, dans le cloud. Peut-être même que vous utilisez déjà des modèles d'intelligence artificielle pour bâtir des automatisations dans des circuits fermés. Mais là, j'imagine que pour vous, ça va vous simplifier la tâche un peu. Bien, c'est pas nécessairement simplifié parce qu'il faut créer une infrastructure pour le client, installer le modèle, le maintenir. Donc, pour nous, il y a une certaine complexité plus grande que juste d'envoyer l'information à un cerveau numérique déjà disponible dans le cloud. Maintenant, ce que ça fait, c'est que tous les freins souvent qu'on entend qui est OK, mes données s'en vont où? Qu'est-ce qui est fait avec? Et là, avoir une crainte qui peut être, dans certains cas réels, de dire je ne peux pas sortir l'information pour une question de protection et de confidentialité des données. Et tous ces morceaux-là, à ce moment-là, maintenant, on peut avoir la force d'OpenAI, mais d'avoir vraiment des réponses claires et d'avoir un carré de sable bien précis de où les données s'en vont, chose qui n'était pas possible, qui était possible, mais très difficilement ou beaucoup plus difficilement avec Azure. Là, on rentre dans du technique, mais je veux rester à haut niveau pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, c'est beaucoup plus simple d'arriver à quelque chose qui est transparent au niveau de la sécurité et surtout d'avoir une meilleure prévisibilité sur les coûts à ce moment-là. Donc, ça nous ouvre un paquet de cas d'utilisation, nous, dans les logiciels qu'on développe pour nos clients, où est-ce qu'on peut venir utiliser cette force-là de cerveau numérique, pareil comme si c'était un humain qui ferait une action. C'est pour vous donner un exemple de cas, on le fait chez nous présentement chez OpenMind, on reçoit beaucoup de CV et là, il faut trier lesquels CV qu'on va traiter en premier à ce moment-là. Donc, on prend ce flux-là de CV qui rentre, on s'est fait un beau prompt comme si on éduquait quelqu'un à trier ces CV-là et on utilise un cerveau numérique. Donc, on envoie l'information à ce moment-là et on traite le CV pour nous renvoyer un score de pertinence sur les soft skills, les hard skills et également la pertinence sur nos critères que nous, on a par rapport au poste. Et ça nous permet de classer plus rapidement les CV et de traiter certaines candidatures en importance de manière plus rapide. Donc, ça, maintenant, avec, exemple, les modèles OSS, on va pouvoir le faire dans un cadre plus restreint sur nos propres serveurs. Au moins, on est certain que l'information reste là et c'est plus facile d'être compliant à ce moment-là, d'être correct au niveau de la sécurité. On s'entend, c'est un peu l'Eldorado. Tout le monde veut bâtir leur propre GPT, pardonnez-moi l'anglicisme, in-house. Et pour le moment, la majeure partie des gens qui sont en train de le construire vont les bâtir dans des circuits ouverts.
Et là, si on est capable d'avoir cette infrastructure-là, puis de le bâtir tranquillement, tout ça, mais bien entendu, tu l'as mentionné, il faut bâtir l'infrastructure, utiliser les bons serveurs, utiliser les bons outils. Au final, c'est un peu ça qu'on va être capable de faire, c'est d'utiliser les modèles qui ont été construits via des milliards et des milliards et des milliards de dollars et construire ça dans des circuits fermés, plus sécuritaires, plus faciles à utiliser, moins de stress à savoir si les données vont sortir. Ça m'amène maintenant à un point que j'aimerais peut-être ouvrir la discussion avec toi. On n'en avait pas parlé avant le podcast, donc je t'amène ici peut-être, on réfléchit dans un contexte où est-ce que, bien entendu, tu l'as mentionné, le modèle est gratuit à utiliser si on veut l'intégrer dans notre écosystème, dans notre infrastructure personnelle en tant qu'organisation. Où s'en va le modèle d'affaires, selon toi, d'ici les 2-3 prochaines années d'un OpenAI? Donc, pour situer l'audience qui nous écoute aujourd'hui, le modèle d'affaires actuel est basé sur des plans pour le consommateur. C'est comme ça qu'ils font la majeure partie de leur argent, c'est-à-dire qu'il y a des plans à 20 $, des plans à 200 $, il y a des plans pour les entreprises. Et il y a également un modèle d'affaires relié sur l'utilisation de leur API, qu'on peut, bien entendu, payer un certain montant à OpenAI, avoir des tokens, venir intégrer ces tokens dans des logiciels qu'on bâtit, bref, utiliser ce qu'OpenAI a été capable de construire. On a vu récemment qu'ils ont eu des contrats gouvernementaux où est-ce qu'ils allaient charger 1 $ au gouvernement à l'année pour qu'eux utilisent leurs différents logiciels. Et il y a même des gens de plus en plus qu'on argumente comme quoi que tranquillement, OpenAI pourrait peut-être aller dans un modèle davantage de service, de faire en sorte de, bien entendu, vendre leur intelligence artificielle, intégrée avec des frais de manutention, des frais de service, des frais d'accompagnement, très similaires à ce que des entreprises de consultation peuvent faire, ou encore des Palantir de ce monde. Palantir, qui est une entreprise technologique aux États-Unis, qui a une très, très forte valeur boursière, qui vend des produits technologiques, mais avec des très gros frais de maintenance et d'accompagnement, etc., spécifiquement pour les gouvernements. Où, selon toi, va se situer dans le futur le modèle d'affaires numéro 1 de OpenAI? Est-ce que c'est parmi les différents points que j'ai mentionnés? Est-ce que tu as d'autres idées qui te viennent en tête ici? Si on retourne à la base, dans le fond, le grand focus de toutes les compagnies d'IA dans les derniers trimestres, c'était d'avoir le modèle le plus performant possible qui donnait le meilleur résultat pour une demande générale qui arrivait. On arrive, je pense, à un point très proche où il y a beaucoup de joueurs qui ont réussi le pari, ou du moins qui arrivent à dépasser le niveau minimal requis pour avoir un modèle qui fait du sens, un cerveau numérique qui fait du sens. Fait que je pense qu'avec toutes les avancées qu'il y a, on est sur un point d'inflexion où ça va devenir une commodité. Donc, quel modèle qu'on utilise en arrière va devenir une commodité. Il va y avoir plusieurs choix. Il va y avoir des choix open source qui vont bien faire la job. Donc, je ne pense pas que ça va être vraiment dans qui a le meilleur modèle, parce qu'on l'a vu avec GPT-5, les benchmarks disaient qu'il était bien meilleur que d'autres modèles, mais pourtant, dans la réalité, on n'a pas vu une grande différence. Même, on a vu un retour en arrière dans certains cas. Fait qu'on ne peut plus se fier à la course au benchmark. Ça va être vraiment dans le day-to-day, dans le cas réel. Donc, à ce moment-là, ce qui laisse comme choix à OpenAI, c'est la capacité à créer du revenu récurrent, effectivement, avec les chats GPT de ce monde. Donc, d'avoir une belle et bonne interface qui offre des possibilités plus grandes que juste un retour d'information. Du pourquoi ils poussent le deep research, qui poussent le côté agent, qui veulent à ce moment-là ouvrir plein de connecteurs dans ChatGPT. Donc, c'est de créer un network effect et d'aller le plus loin possible dans les processus et les procédés des gens. Maintenant, tout le monde va faire ça. Tout le monde est rendu sur cette logique-là de créer des outils puis les interconnecter avec ChatGPT, ChatGPT ou l'autre chat qu'on utilise. Donc, je pense que c'est une course contre la montre de qui va chercher le plus d'utilisateurs possible dans sa plateforme, mais les fonctionnalités et la puissance du modèle en arrière va devenir une simple commodité. Donc, c'est le premier qui va avoir réussi à attacher les gens et à les habituer qui va faire la différence. Et je pense que c'est un peu le pari qu'OpenAI fait présentement. Donc, il risque d'avoir beaucoup de revenus qui vont continuer des abonnements comme le ChatGPT de ce monde. Beaucoup de gens vont utiliser l'API qu'on utilise présentement en arrière pour faire appel au cerveau numérique. Je pense que le modèle d'affaires va être encore basé va être beaucoup basé là-dessus. Mais est-ce qu'après, ils vont s'expandre effectivement dans les périphériques physiques pour nous suivre dans notre day-to-day? On l'a vu là, avec l'acquisition de la startup de Johnny Ive à quelques milliards de dollars, 5,5 milliards US, si ma mémoire est bonne. Donc, d'après moi, ils vont s'étendre dans cette partie-là pour aller plus proche de l'utilisateur. Fait que je pense que ça va être vraiment une question de qui va chercher l'utilisateur en premier et comment il donne la meilleure interface UX/UI, donc le meilleur moyen d'interagir au quotidien. Présentement, c'est dans un chat.
Ça va définitivement sortir en arrière du chat. Est-ce que la business, ensuite, en arrière de tout ça, de créer des agents personnalisés, va être bonne pour eux? Bonne question. Ils n'ont pas accès aux autres systèmes et à l'infra versus un Salesforce de ce monde qui est déjà imbriqué dans les procédés, les processus. Même chose avec Microsoft qui est déjà imbriqué dans les procédés et les processus d'un paquet d'entreprises par les différents logiciels qu'ils livrent. Une chose est sûre, ils n'ont pratiquement pas d'infra qui leur appartiennent au niveau du cloud. Donc, déjà là, ils ne pourront pas aller compétitionner là-dessus. Ça leur enlève beaucoup de possibilités versus Microsoft. On en parlait dans le dernier podcast ensemble. Donc, je pense qu'il y a des choix limités d'où ce qui peuvent bouger selon ma perception. Encore là, je n'ai pas une boule de cristal, mais j'ai l'impression vraiment que ça va être l'endroit où ils s'en vont. Je serais curieux, Antoine, d'avoir ton opinion là-dessus. Souvent, tu as une opinion tranchée. Ben écoute, c'est intéressant, ça amène plusieurs points. Puis il y a un point que tu n'as pas mentionné puis que je vais pouvoir aborder. Tu vois, je faisais un podcast ce matin sur un autre podcast qu'on anime, qui est le podcast Social Skilling, où à tous les trimestres, on fait un état de la situation de ce qui s'est déroulé avec Meta. Parce que, bien entendu, chez J7 Media, on fait beaucoup de publicité sur Facebook et on aime faire un petit peu un diagnostic, une analyse de ce que Mark Zuckerberg est venu dire aux actionnaires, également avec son chef des finances et les autres personnes qui l'accompagnent dans cette lettre aux actionnaires. Le rapport trimestriel est sorti il y a environ 2 semaines de cela et je vais donner les chiffres globaux pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Les revenus de Meta sont passés à 47 milliards de dollars en revenus pour le trimestre, une augmentation de 22 et sont allés générer 18,5 milliards de dollars de bénéfices, croissance de 36 Si vous allez voir un petit peu la capitalisation boursière de l'organisation, au moment où on se parle, on enregistre le podcast, on est quelle date? 19 août 2025. L'organisation flirte avec le 2 trilliards de dollars en capitalisation boursière. Et qu'est-ce qui a poussé une accélération aussi rapide du stock et de l'indice boursier, pardonnez-moi, et du fait que les bénéfices augmentent autant rapidement? Il y a plusieurs points, mais il y en a un qui revient beaucoup, c'est l'IA. Et contexte également que je te donne, Jonathan, donc mettons qu'on le fait très simple pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Dans le passé, je te ramène à 2015, 2016, 2017. Quand tu faisais de la publicité sur Facebook, tu pouvais aller choisir des audiences spécifiques. Donc, viser les personnes qui habitent à 2 kilomètres de ton restaurant préféré, qui habitent avec ce code postal XYZ. Donc, tu donnais énormément de paramètres très précis à Meta et tu essayais d'aller viser ces gens-là. En 2025, ce que tu fais à la place, c'est que tu donnes un objectif que tu aimerais atteindre à Meta. Donc, lui dire, génère-moi un prospect, génère-moi une conversion, génère-moi un clic, peu importe c'est quoi la demande que tu lui fais. Et son intelligence artificielle devient tellement sophistiquée que tu lui donnes aucun critère de ciblage et il s'en va trouver le consommateur que tu lui demandes de trouver. Donc, il va trouver un acheteur, il va trouver un prospect, etc. Et ce qu'ils ont été capables de mettre en place avec leur IA fait en sorte que les annonceurs comme moi, on le voit en ce moment, les performances sur Meta augmente. On est capable de générer beaucoup plus de résultats qu'avant. Et automatiquement, qu'est-ce que ça crée chez un annonceur? Bien, Jonathan, si demain matin, tu mets $1 et tu en mets 3 dans tes poches, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir mettre $10 pour en mettre 30 dans tes poches, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on est capable de voir un modèle d'affaires qui, eux, de manière indirecte ou de manière directe, je vous laisserai prendre votre propre décision, ils sont capables d'augmenter leurs revenus, augmenter leurs bénéfices. Et là, ça m'amène à réfléchir. On ne parle pas du modèle publicitaire ici, mais littéralement, dans les 20-30 dernières années, un des plus beaux modèles d'affaires qui a été créé par Google, c'est-à-dire vendre de l'espace publicitaire, même pour Meta, vendre de l'espace publicitaire sur leur plateforme. C'est un des plus beaux modèles d'affaires qui a jamais été créé. Et il y a eu certaines publications que j'ai vues en ligne, que ce soit sur X ou que ce soit sur LinkedIn, comme quoi que OpenAI est en train d'intégrer des premières intégrations publicitaires à leurs différents modèles. Et selon moi, c'est lui qu'on ne parle pas trop, mais je ne serais pas surpris qu'il prenne de plus en plus de place parce que qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde fait avec ChatGPT en 2025? Il fait des recherches précises, il pose des questions pour avoir une réponse. Donc, on le voit de plus en plus, les recherches qu'on faisait sur Google se transfèrent vers les recherches qu'on fait sur GPT. À travers le temps, ce qui s'est déroulé avec ces différentes plateformes, c'est que souvent, on attend d'avoir une masse critique. Ça revient au point que tu mentionnais. On veut aller chercher cette masse critique, la plus grande masse critique possible avant d'intégrer un élément publicitaire. C'est ce que Meta a fait, c'est ce que Google a fait. Mais je ne serais pas surpris de voir un OpenAI intégrer, injecter de plus en plus de modèles publicitaires dans leur approche d'ici la prochaine année
pour deux raisons. De un, parce que ça fait énormément de sens. Ils ont 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires présentement avec leur plateforme. On parle de revenus annuels qui sont maintenant tout près des 12 milliards de dollars. C'est énorme. Et de deux, ils brûlent beaucoup d'argent, comme on le sait. Donc, à un certain moment donné, ils vont devoir, j'aurais tendance à croire, et le terme que je vais utiliser ici, déclencher d'autres leviers de revenus. Donc là, ils ont le levier par abonnement, ils ont le levier par API, ont-ils d'autres leviers au moment où on se parle? Je ne sais pas exactement, mais j'aurais tendance à croire que le troisième levier va être le levier publicitaire. Et à mon avis, c'est une question de temps. Où est-ce à moins qu'ils se mettent en place, et à mon avis, ils doivent être, parce qu'ils sont très, très bons en produits, OpenAI, ils doivent être en train d'engager des gens avec énormément d'expérience dans le domaine pour trouver une manière de comment l'intégrer sans nécessairement impacter négativement l'expérience du consommateur. Mais toutes les entreprises le font, même Netflix le fait. Il y a 1 ou 2 ans de ça, intégrer l'élément publicitaire à ce qu'ils font, et ça a augmenté le bénéfice comme pas possible de l'organisation. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que les modèles d'affaires que tu as mentionnés sont les bons, mais n'oublions pas le modèle publicitaire. Il y a un impact impressionnant sur Meta en ce moment, ce qui est en train de se dérouler, et je ne serais pas surpris que ChatGPT, dans son infrastructure, on voit des publicités arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant, et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit. Et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et que des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Antoine, je te challengerais peut-être sur cet aspect-là, si tu permets. J'ai de la difficulté à voir, peut-être tu as vu quelque chose que je n'ai pas vu de mon côté, j'ai de la difficulté à voir comment OpenAI pourrait apporter une publicité qui fait du sens pour les gens. Et je m'explique, dans Google, il y a plusieurs choix possibles quand on fait une recherche. Et là, ils ont été capables de descendre les choix organiques pour venir injecter des choix payants. Et généralement, quand les gens payent, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui va bien répondre, sinon ça ne se vendra pas au final. Quand on est dans un chat GPT de ce monde, c'est un choix, c'est un retour souvent sur un choix. Même il n'y a pas de choix, c'est la réponse est voici ceci, voici ce qu'on te propose. J'ai de la difficulté à voir comment il pourrait rajouter quelque chose au niveau visuel qui ne viendra pas considérablement diminuer la pertinence du résultat en retour, ou du moins créer beaucoup de bruit, je pense, dans l'interface, qui fait qu'il n'y aura pas beaucoup de... Je pense que s'ils le font, ils risquent d'avoir beaucoup de difficultés à le faire de manière fluide, puis ils risquent d'avoir une levée et une opposition quand même assez grande. L'autre possibilité qui pourrait opter à ce moment-là, c'est un peu comme Netflix, de bloquer la vue pendant un certain temps et de forcer une publicité à ce moment-là qui n'a pas nécessairement un lien avec la demande. Encore là, est-ce qu'ils vont financer les opérations des usagers gratuits avec ça? Je ne sais pas, dans le fond, si ça va créer un trop gros frein parce que tout le monde faudrait qu'il le fasse pour pas que les gens s'en aillent sur d'autres plateformes. J'ai de la difficulté à voir comment, puis je serais content d'être surpris là, d'avoir tort dans ce que je dis là, mais j'ai de la difficulté à voir comment au niveau expérience usagée, ils vont être capables d'amener ça d'une manière fluide et efficace et pas perdre des gens au profit des autres au final. Ou du moins, s'ils le font, c'est d'après moi, je pense que ça va être dans 3, 4, 5 ans et non à court terme parce que c'est vraiment une course, je pense, d'aller chercher un maximum d'usagers.
Puis peut-être tu avais déjà des idées comment ils pourraient amener ça de manière fluide, mais je serais surpris de voir si c'est quelque chose qui semble être positif là-dessus. Là. Ben, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est toujours cette fameuse question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant, est-ce qu'on le fait plus tard, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt de le faire? Il va toujours y avoir cette question-là parce que ça revient un petit peu à cette dualité de se dire est-ce qu'on va perdre des usagers si on le fait? Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une pas bonne chose? Ce qui est sûr et certain, Jonathan, je te le dis tout de suite, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie présentement chez OpenAI à analyser cette option-là. Parce que c'est des on appelle ça des product managers, des professionnels en user experience qui sont en train d'analyser toutes les possibilités possibles. Et très souvent, ils proviennent de chez Google, ils proviennent de chez Meta, ils proviennent des gros joueurs publicitaires pour trouver cette approche-là. Parce qu'il va y avoir cette approche-là. C'est clair, net et précis. Ça va devenir bientôt un des plus gros moteurs de recherche au monde. Et le plus beau modèle d'affaires, comme je l'ai mentionné, des 20 dernières années, a été de vendre de l'espace publicitaire. Et cet espace-là est en train de bifurquer vers des nouvelles plateformes, des chats. Et ces chats-là, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils soient envahis de manière subtile ou de manière moins subtile par de la publicité. Et j'aurais tendance à croire que ceux qui vont être envahis de manière non subtile par de la publicité vont être rejetés peut-être plus rapidement par les utilisateurs. Après, tu as mentionné un autre point, la comparaison avec Netflix. Ben, ça va peut-être être ça, c'est de dire ChatGPT est gratuit à tout jamais, mais vous avez des publicités quand vous l'utilisez. ChatGPT est payant et quand vous payez, vous n'avez plus de publicités qui vous sont montrées. On va arriver à un certain moment donné, de toute façon, à ces réalités-là parce que faut aussi se rappeler une chose. Meta ont déjà un modèle publicitaire, donc n'ont pas besoin en ce moment, eux, de créer un nouveau modèle d'affaires. Ça va bien de leur côté. Google, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast, ils vont devoir réinventer. Et même si on regarde un petit peu le AI Overview qui se met en place, quand vous faites une recherche sur Google, il y a des possibilités publicitaires, il y a des publicités qui s'intègrent un petit peu plus bas. Ils sont déjà en train de le mettre en place parce qu'ils savent qu'ils doivent se réinventer et qu'ils doivent tout de même trouver une manière de faire plaisir à leurs annonceurs pour que leur publicité soit encore mise de l'avant sur les pages numéro 1, sur les pages numéro 2. Et eux ont de l'argent. OpenAI en ont pas nécessairement de l'argent. C'est-à-dire qu'à chaque année, ils vont devoir aller relever des sommes. Et ça, pendant encore très longtemps. On se rappelle, le produit qu'ils vendent en ce moment, au prix qu'ils le vendent, n'a pas une marge brute autant élevée historiquement que ce qu'on est capable de voir avec les différentes plateformes publicitaires. Vendre de l'espace publicitaire est beaucoup plus intéressant en termes de marge brute que vendre le modèle, que vendre des tokens essentiellement que OpenAI est en train de faire. Donc, ils vont devoir, à un certain moment donné, soit continuer à lever des très grandes sommes d'argent. À un certain moment donné, il va y avoir des questions des investisseurs, à savoir quand allons-nous retrouver notre argent. Et je pense que le modèle publicitaire va arriver plus vite que 3 à 5 ans. Moi, je serais beaucoup plus prêt à me prononcer sur peut-être un 12 à 24 mois et peut-être même plus tôt. Parce que on le voit peut-être pas toi et moi en ce moment, mais c'était la même chose au départ avec Facebook. Aujourd'hui, c'est une évidence qu'on voit des publicités sur notre fil d'actualité. C'est une évidence qu'on voit des publicités dans nos stories Instagram. Ce n'était pas au départ. Tout le monde dit « Wow, tu vas rentrer dans mon quotidien, tu vas me montrer de la publicité. » C'est une évidence de voir des publicités sur Google. Combien d'itérations y a-t-il eu? Au début, les publicités, il y avait un lien jaune. Après, il y a un lien vert. Après, maintenant, ils n'ont plus de couleur pour les intégrer dans une recherche organique. Tout change constamment. Donc, je crois que ça va être plus vite qu'on le pense. Je crois qu'ils vont trouver une manière de l'intégrer dans le chat. Je ne vois pas d'autre endroit de l'intégrer. De toute façon, il est là, l'endroit de consommation des utilisateurs avec ChatGPT. Je pense que la seule chose, par contre, qui pourrait peut-être changer, c'est de se dire, est-ce que les seules personnes qui se font proposer de la publicité sont des usagers, pardonne-moi, qui ne payent pas, et ceux qui payent n'ont pas de publicité. C'est ce qui se déroule présentement sur Netflix. Ceux qui payent le forfait, je pense, à 5 ou 6 $ par mois ont de la publicité, et ceux qui payent le forfait un petit peu plus élevé n'en ont pas. Donc, à suivre, mais je ne serais pas surpris que ce modèle d'affaires soit intégré d'ici 12 à 24 mois sur ChatGPT. Les paris sont ouverts. Donc, on va suivre ça dans les prochains trimestres ensemble. Assurément, je mets ça sur mon petit tableau des prédictions, Antoine, et on suit ça activement. Jonathan, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps où tu dois aller rapidement sur un prochain podcast? Sinon, il y aura un dernier point que j'aimerais t'amener. J'ai 5 minutes de disponible, Antoine. Donc, je t'amène dans nos fameux moteurs de recherche parce qu'on en parle. As-tu vu ça? Perplexity, joueur qui était tant aimé, qui continue d'être aimé par beaucoup de gens qui utilisent l'intelligence artificielle, fait une offre
théoriquement de 34,5 milliards pour aller acheter Chrome, le navigateur de Google. T'en penses quoi? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est tiré par les cheveux? Où en sommes-nous avec ça? Premièrement, humainement parlant, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Autant de milliards pour un bout de code aujourd'hui qu'on est capable de répliquer. Et on se cachera pas, là. OpenAI est sur le point de lancer son propre navigateur aussi. Donc, ça remet en doute le modèle d'affaires d'un Chrome de ce monde. Après ça, je pense que l'argent qui est fait dans ces navigateurs-là, c'est la fameuse barre de recherche. Et là, tout revient au fameux modèle de publicité que tu mentionnais, Antoine, au bout de la ligne. Je pense que Perplexity n'a rien à perdre à l'essayer. Il s'est fait un bon coup de pub. Je ne pense pas que ça va se fermer de manière positive au final. Là, pour remettre les gens en situation, c'est que Google est atteint d'une attaque au niveau d'un monopole. Donc, il va peut-être être obligé de se départir effectivement de Chrome. Qui va acheter Chrome? Un Perplexity de ce monde pourrait faire du sens parce que leur modèle d'affaires n'est, selon moi, pas très solide en arrière parce qu'au niveau de la tech, ils sont très, très, très loin en arrière des autres. Donc, je pense qu'il faut qu'ils sortent d'autres cartes, qu'ils jouent d'autres cartes. Brillant coup de marketing. Je pense pas que ça va se closer en bon français comme deal, mais ça donne au moins une vue de valorisation combien vaut Chrome, mais je pense pas que les Chrome de ce monde vont valoir aussi cher que ça dès qu'OpenAI va arriver dans le marché avec leur propre navigateur. Puis, on va se le dire, là, programmer un Chrome comme aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle, ça coûte pas 34 milliards. Là. Donc, c'est vraiment le trafic directement qui va être redirigé, qui a une certaine valorisation finale. Ça pourrait peut-être donner une carte de plus, effectivement, à Perplexity pour se démarquer des autres. Je trouve quand même le mouvement stratégique intéressant qu'ils essaient de sortir des cartes ou des choses que les autres font pas. Mais personnellement, pour être très franc, j'y crois pas. Le paradoxe qui est donc incroyable et que je voudrais juste peut-être ramener ce point-là ici, c'est de se dire Google est attaqué de lois antitrust ou plutôt de monopole sur les volumes de recherche. Ils se font attaquer et au même moment, ils n'ont jamais été autant en danger dans ce qu'on considère l'écosystème de recherche qu'en ce moment. Le paradoxe est assez, je dirais, drôle de ce qui se met en place en ce moment. Effectivement, Perplexity, hein, ramenons-le à notre audience, c'est... Oui, Jonathan, vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Pire que ça, Antoine, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand Google est né à l'époque, une de leurs valeurs, c'était « Don't be evil ». Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, si tu te souviens de ça, pendant des années, c'était leur valeur principale qu'ils mettaient de l'avant pour dire « Nous, on ne deviendra jamais un monopole ou du moins jamais on va agir comme un monopole et écraser les autres. » Et cette valeur-là, elle a disparu à travers le temps. Je ne sais pas si tu as vu, Antoine, à un moment donné, on n'entendait plus parler, il n'était plus dans les registres. Et là, il se retrouve exactement dans la position que Microsoft s'est ramassé dans les années 90 avec Internet Explorer et Netscape. Et c'est bizarre qu'eux se différencient en disant qu'on ne sera jamais équivalent à un Microsoft du côté evil. Et aujourd'hui, ils sont de ce côté-là en termes de monopole, mais qu'ils soient si effectivement affaiblis de l'autre côté, alors que Microsoft, dans les années 90, n'était pas si affaibli que ça. Là. Donc, ça les met dans une position qui est, je pense, pas très, très positive. Je te laisse continuer, Antoine, sur ce que tu dis. Ben, tu as un bon point. Puis juste, donc c'est un peu le point que je trouve intéressant, c'est de dire Perplexity, essentiellement, c'est une barre de recherche avec plusieurs modèles intégrés qui va te donner une réponse qui est plus claire, plus facile avec des sources. J'ai utilisé Perplexity pendant très longtemps. Quand les modèles OpenAI et les autres n'étaient pas encore à la hauteur qu'ils sont aujourd'hui, j'utilise plus Perplexity aujourd'hui. Donc, j'essaie de comprendre où se retrouvent leurs valeurs. Et juste pour finir un petit peu là-dessus, parler de valeur, l'offre qu'ils font, bon, théoriquement, serait de 34,5 milliards pour Chrome. Perplexity, en date d'aujourd'hui, aurait une valeur de 18 milliards de dollars. Donc, ça serait 2 fois la valeur de leur organisation. Donc, effectivement, je pense que l'idée du coût de marketing est peut-être bonne ici pour aller relever encore un petit peu plus d'argent. Leur dernière série s'est faite en mai 2025. Ils ont levé à peu près 150 millions de dollars. Donc, bon, à suivre. Mais moi, le point que je trouve intéressant à regarder, c'est de se dire si finalement, ils vont être capables de casser en 4, en 5 et en 6 Google. Parce que si ça arrive et qu'il y a un précédent qui est créé, le prochain, ça va être Meta. Et ils vont s'attaquer à WhatsApp, à Instagram, à Facebook, à Quest et de se dire, est-ce que ces entreprises-là, on doit les démanteler? J'ai pas tellement une vision tellement positive par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est mieux des fois de laisser aller le libre marché, d'autant plus qu'en ce moment, en date d'aujourd'hui, je ne pense pas que Google va encore avoir autant son monopole qu'il l'avait dans les dernières années. Il y a 7 ou 8 ans peut-être, en 2025, ça m'a l'air d'être un jeu totalement différent.
Et je te laisse, Antoine, sur une question que je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais j'aurais vraiment aimé ça, être dans l'équipe de Perplexity pour se dire comment qu'on valorise ça, Chrome. Tu sais, quelle grosseur d'offre qu'on fait? On l'a fait ça à 17 milliards ou on l'a fait à 35 milliards ou à 43 milliards? Ça a dû être un meeting absolument exceptionnel à assister. Jamais on va savoir comment ça s'est passé. Mais comment tu valorises un actif comme celui-là qui n'a pas de revenu direct et pourquoi 34 milliards? Je te laisse là-dessus en réflexion, Antoine. Ouais. Ben, le paradoxe, c'est que pour Google, ça a une valeur beaucoup plus élevée que ça. Beaucoup plus élevée que ça. Parce qu'ils sont capables, avec Chrome, d'aller chercher les données, les informations de tous les sites Internet. Donc, dans un contexte de modèle d'affaires de Google, c'est énorme. Pour Perplexity, s'il y avait un modèle publicitaire qui se met en place, peut-être. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine discussion. Jonathan, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.